Ok. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont arrivés en dernier. Et je vous propose de démarrer tout de même parce que l'ordre du jour est chargé. Comme je le disais, donc, vous constaterez que le webinaire est enregistré pour qu'il soit accessible en replay. Il sera mis à disposition sur la chaîne YouTube de la Fédération et le lien vous sera envoyé à l'issue du webinaire, le temps pour nous d'ajuster, de faire les petits montages qui vont bien et de revenir vers vous avec l'ensemble des éléments. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on soit ensemble jusqu'à midi. On va essayer de tenir ce timing parce que, en tout cas, la présentation qui s'annonce va être assez dense. On se retrouve ce matin pour vous présenter une étude qu'on a menée au niveau de la fédération dans le cadre de l'action handicap de la fédération. Qui a eu pour but d'identifier une démarche d'accompagnement pour les collaborateurs, qu'ils soient en situation de handicap, en restriction d'aptitude ou en inaptitude. L'idée, c'était vraiment de se concentrer sur ces 3 types de profils. Pourquoi? Parce que, en tout cas, dans le cadre de nos travaux et dans le cadre de notre partenariat avec la GFIP, on a pu identifier, et c'est ce que vous nous avez fait remonter, que certes, vous aviez des problématiques d'accompagnement pour les salariés handicapés, mais que finalement, lorsque les collaborateurs n'avaient pas ou ne vous faisaient pas remonter leur fameuse RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et qu'ils étaient en situation de restriction d'aptitude ou d'inaptitude, cela était quand même assez problématique. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de croiser ces profils et vous proposer en tout cas une démarche finalement assez similaire qui du coup fait état de la santé au travail des collaborateurs et donc voilà, en tout cas la problématique commune, c'est la santé et donc c'est vrai que ça a plus de sens de la traiter sous cet angle-là. Ce projet, donc voilà, il découle d'une part de ce constat-là. Quelques rappels aussi au niveau de la branche. Le taux d'emploi dans la branche, le taux d'emploi direct de la branche, il est à 4,78% selon les nouvelles modalités de calcul. Vous savez, aujourd'hui, on ne prend pas en compte le recours au secteur adapté protégé. Ce qui pouvait être le cas auparavant. Et donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, il est à un peu moins de 5%, ce qui reste quand même assez honorable. On est considéré comme une branche quand même assez handi-accueillante. En termes de profil des collaborateurs handicapés, voilà, on a une répartition hommes-femmes de 52% d'hommes et 48% de femmes. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que en fait, on agit vraiment, et les bailleurs sociaux et surtout les ESH agissent vraiment en faveur du maintien dans l'emploi, car voilà, les principaux collaborateurs en situation de handicap sont en CDI. Donc voilà, on se rend bien compte que ça ne va pas être l'intérim ou le CDD qui va faire augmenter votre taux d'emploi. Autre élément qu'il est important à noter, c'est que 70% des collaborateurs handicapés dans la branche, donc sur l'ensemble des collaborateurs handicapés, 70% sont des employés ou des gardiens d'immeubles. Donc c'est aussi l'une des caractéristiques, c'est que voilà, le handicap, on le sait, survient au cours de la vie, survient aussi avec le vieillissement et survient aussi, en tout cas dans notre branche professionnelle, aussi avec une usure professionnelle qui peut être aussi induite par ces métiers de la proximité. Donc ça a été aussi pour ça et ça a été aussi ces éléments-là qui ont déclenché cette étude. Et également parce qu'on s'est bien rendu compte qu'au niveau des ESH, vous faisiez certes des aménagements lorsque la personne était reconnue officiellement travailleur handicapé, mais vous arrivez vraiment d'en faire aussi, et pour beaucoup, lorsque le salarié ne vous fait pas remonter ce fameux document administratif. Et donc, du coup, voilà, vous faisiez face à de nombreuses difficultés. Voilà, donc l'idée en tout cas de cette étude, ça a été voilà,
identifier cette démarche, mais au-delà d'une démarche, en tout cas, on a pu identifier plus d'une dizaine d'outils qui seront mis à votre disposition à l'issue du webinaire et voilà, qui vous permettront, je l'espère, de mieux accompagner vos collaborateurs et vos politiques RH. Cette étude, elle a été menée par le cabinet TH Conseil. Céline Solvignon, qui est ici et que je vais laisser se présenter, va vous présenter vraiment le contenu de l'étude. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser via le chat ou bien à lever la main pour qu'on puisse les prendre. J'en serai la modératrice, j'espère et puis, enfin, je vous demanderai à tous d'être, assez disciplinée sur les micros coupés et les prises de parole également, parce qu'on a un temps très, très limité. L'étude est dense, je le redis, mais c'est vrai. Donc, merci à Céline d'avoir fait ce travail voilà, enfin, pour être concise. Donc voilà, je pense que j'ai donné un peu les éléments techniques. En termes de présentation, voilà comment va se présenter notre propos. Céline va revenir sur les objectifs et la méthodologie d'étude. Ensuite, on vous présentera le contenu de l'étude qui est réparti en 5 phases. On reviendra sur les préconisations qui ont été mises en place dans cette étude. Et enfin, on vous présentera voilà, ce qui va être surtout intéressant, la boîte à outils et les différents outils qui sont à votre disposition. Céline, je vous propose de Super. prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Céline Solvignon. J'interviens pour le cabinet TH Conseil, donc qui a accompagné la fédération dans la démarche qui vient de vous être présentée. Donc, je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Donc, voilà, pour voir un peu le sujet, ce que je vous propose effectivement, c'est de ne pas hésiter à poser toutes vos questions dans le chat. On s'est fixé un timing qui laisse du temps à la fin de la session pour pouvoir peut-être reprendre une à une toutes ces questions-là. Voilà, ce qui évitera effectivement d'être coincé et de pouvoir vous libérer à l'horaire qui était convenu. Donc le cabinet TH Conseil est un cabinet qui intervient spécifiquement pour accompagner l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà, et donc nous avons pu accompagner la fédération sur le projet qui vous a été présenté. Alors, pour revenir rapidement sur donc les objectifs vous ont été présentés par Sarah, mais peut-être quelques éléments de méthodologie sur la façon dont nous avons accompagné et mené cette mission. On l'a déroulé en 3 temps. Un premier temps en fait de diagnostic qui permettait de comprendre un petit peu, de faire l'état des lieux de la situation parmi un certain nombre d'acteurs, je vais revenir dessus, pour pouvoir dans un second temps engager un travail collaboratif et participatif avec certains d'entre vous. L'objectif étant d'être dans la co-construction de ce qu'on va appeler un processus de maintien, donc pour les personnes, qu'elles soient en situation de handicap, en restriction médicale ou en risque avéré d'inaptitude. Donc, ce sera ce fameux process qu'on a identifié en 5 étapes. Et puis, donc, comme l'a indiqué Sarah, ensuite, nous avons travaillé sur des préconisations pour faire en sorte que ce travail collaboratif soit partagé, que chacun puisse en prendre connaissance, éventuellement s'engager sur un certain nombre d'actions. Et du coup, ce troisième temps nous a permis de construire les outils qui allaient faciliter justement cette appropriation par tous et faire en sorte que cet accompagnement devienne opérationnellement actif auprès d'un certain nombre d'entre vous, la majorité, nous l'espérons. Voilà. Alors, pour revenir très rapidement sur cette phase de diagnostic, nous avons procédé avec tout d'abord une analyse documentaire, puis par une quinzaine d'entretiens semi-directifs qui ont été menés auprès d'un panel pluridisciplinaire, donc que ce soit des salariés, des managers, des représentants du personnel, des ressources RH et autres. Donc ça nous permettait, au-delà de l'analyse documentaire, d'enrichir qualitativement avec des retours entretiens semi-directifs. On a souhaité aussi pouvoir nous appuyer sur des situations réelles qui étaient remontées par certains d'entre vous, par certains bailleurs sociaux. Là aussi, pour avoir illustré par des cas concrets comment cet état des lieux vivait et comment les situations étaient accompagnées par vous. Voilà, donc vous avez à l'écran les différents partenaires qui ont pu intervenir avec nous.
et donc qui nous ont fait remonter ces situations. Et puis donc, autre modalité, donc on a organisé un groupe de travail qui associait, différentes entités et qui ont pu, donc faire en sorte que de façon, collaborative, on intervienne sur la suite à donner, les préconisations et la création d'outils, facilitant l'appropriation par tous. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on parle donc de processus de maintien dans l'emploi. On a essayé de construire, de formaliser ce processus sous une forme assez schématique, détaillée en 5 phases. Donc lorsque on parle de processus de maintien dans l'emploi, on le décrit avec une phase de détection, une phase d'analyse des situations, une phase de prise de décision, d'accompagnement à la mise en œuvre des solutions qui ont été, envisagées et une phase de suivi. Donc, c'est quelque chose de relativement cyclique. Et donc, on a souhaité, encore une fois, au travers de votre état des lieux et puis de propositions que nous, on pouvait faire, mettre en lumière un petit peu vos pratiques au travers de ces différentes phases. L'idée étant, à chaque fois, vous allez voir, d'identifier ce qui est fait, les acteurs qui sont associés et les outils qui permettent d'œuvrer sur chacune de ces phases-là. Alors, sur chacune des étapes, on va vous proposer des représentations sous forme schématique. Donc, encore une fois, qui vont identifier pour chacune des phases des étapes, des outils et des intervenants. Alors, je vais passer assez rapidement sur certaines de ces phases-là, le temps étant contraint, et je vous proposerai qu'on se concentre sur deux de ces phases-là. Que vous puissiez quand même vous rendre compte, voilà, sur l'image qui vous est projetée. Dans la phase de détection, on a identifié une modalité de détection des situations dites automatiques avec des éléments RH qui vous remontent probablement, type des arrêts longs, des arrêts plus courts, répétés, fréquents, des avis de RQTH qui vous sont transmis ou des avis d'invalidité ou autres. Avec les outils, et les personnes donc qui accompagnent ces détections-là. Donc là, on était sur un volet détection automatique. On a pu poser aussi qu'il y avait des modalités de détection dites humaines, donc par un collectif de travail qui, en fonction des situations, des temps d'échange, d'observation, d'entretien, vont pouvoir détecter des situations et essayer de voir comment accompagner donc, ces situations qui émergent. À chaque fois, de façon synthétique, on identifie pour ces temps-là tous les outils qui vont être associés et sur lesquels les personnes vont pouvoir s'appuyer. Donc là, par exemple, on vous a posé des fiches de suivi des arrêts, des fiches médicales d'aptitude, des trames d'entretien, des trames de compte-rendu d'entretien, tableau de suivi des salariés. La liste n'est peut-être pas exhaustive, peut-être avez-vous chez vous d'autres outils de suivi, mais l'idée, c'est bien d'outiller les gens et d'identifier derrière ces temps-là, quels outils à disposition vous permettent de recueillir un maximum d'informations. Alors, on va se concentrer un petit peu plus en détail sur la phase d'analyse. Donc, partant du principe que les situations ont été détectées et on décide de creuser un petit peu plus le sujet. Quand je parle de situation, on est bien d'accord, hein. Situation de handicap, risque d'inaptitude, restriction médicale, avec ou pas reconnaissance de handicap. Donc cette phase d'analyse, en fait, elle arrive une fois que la détection a été faite et l'objectif de ce premier temps, c'est d'essayer de recueillir un maximum d'informations qui vont permettre de comprendre la situation, éventuellement d'aller recueillir des informations complémentaires pour pouvoir ensuite accompagner la personne et aller sur une prise de décision quant à l'évolution professionnelle qu'il ou elle pourra avoir. Donc, ce premier temps-là, on l'a posé comme étant piloté par le référent handicap, conjointement avec le référent RH de la personne ou de l'entité. L'idée donc, c'est de recueillir des informations qui arrivent par le biais de détection et qui peuvent être complétées par d'autres acteurs et éventuellement par le salarié concerné. On vous a identifié comme autre acteur, bien évidemment, le manager de la personne, la médecine du travail qui peut aussi amener des éléments complémentaires pour mieux comprendre la situation ou toute autre personne qui potentiellement va pouvoir nourrir cette phase d'analyse et recueillir un maximum d'informations.
Une fois que toutes ces situations sont bien connues et que les éléments ont été recueillis, on vous représente la suite à donner avec deux options. On va parler de situation simple ou de situation complexe. Une situation simple, ça va être celle qui va pouvoir être accompagnée par le référent handicap, le référent RH, au vu des éléments recueillis, qui vont pouvoir être soumis aux salariés et rapidement accompagnés. La situation complexe, ça va être celle, comme son nom l'indique, pour laquelle il va falloir creuser un petit peu plus les choses, échanger, où les situations semblent moins évidentes à organiser. Donc là, on va rentrer dans une approche un petit peu plus collective, collégiale, en associant tous les acteurs qui pourront aider à une future prise de décision, que ce soit des acteurs internes à l'entité, voire des acteurs externes. D'accord? Et c'est là où vous verrez qu'on va proposer des choses pour formaliser cet accompagnement pluridisciplinaire et essayer de l'organiser. Ensuite, donc, l'idée, c'est justement, on va se concentrer sur cette prise de décision. Alors, qu'elle soit simple ou qu'elle soit complexe, on va aller sur comment lister les solutions possibles et comment prendre les décisions qui vont convenir pour accompagner les personnes. Ensuite, un petit focus sur les modalités de mise en œuvre. On se situe dans des situations où va être questionné le maintien en emploi d'une personne. Les types de solutions envisagées, elles sont au titre de quatre finalement. Soit la personne va pouvoir être maintenue sur son poste actuel de travail, soit on va devoir envisager un changement de fonction et ou un changement de service et de métier, soit malheureusement aucune solution ne va pouvoir être envisagée et va devoir être accompagnée la sortie de la structure. Dans les trois premiers cas, il va s'agir de réfléchir justement à comment accompagner ces différentes solutions. C'est là où la distinction va arriver entre les personnes qui auront une reconnaissance en termes de qualité de travailleur handicapé et celles qui, à ce stade-là, ne l'auront pas. Donc, on vous a positionné à ce moment-là de la démarche le besoin éventuel d'accompagner les personnes, si elles ne l'ont pas, à la reconnaissance en termes de qualité de travailleur handicapé. Pourquoi? Parce que, en termes d'accompagnement et de solutions de prise en charge, y compris financières, qui vont s'offrir, à vous, il y a un grand champ de possibles supplémentaires si la personne bénéficie d'une reconnaissance, de qualité de travailleur handicapé. Notamment une prise en charge, que ce soit par l'AGEFIP pour ceux donc qui vont, relever de l'AGEFIP ou, je ne connais pas spécifiquement vos structures, si vous avez un accord handicap, où là vous pilotez, vous-même votre propre budget. Donc, dans ces 3 cas de figure-là, vont devoir être, réfléchis, heu, toutes, formes de compensation qui vont permettre à la personne, soit sur son poste actuel, soit sur un nouveau poste, de revenir en emploi. On va parler de compensation au titre de 4 modalités différentes. Des compensations techniques, des compensations en termes de formation, des compensations en termes d'accompagnement et des compensations organisationnelles. Donc retenez que tous ces sujets-là, ça représente un panel de solutions possibles et encore une fois, dans la phase de prise de décision, vont devoir être posées la faisabilité et les besoins induits par les situations. Donc, aménagement technique, en général, ça parle relativement facilement. On va être sur tout type de matériel, d'investissement qui vont pouvoir être faits pour permettre à la personne de travailler. Bon, on vous a cité, par exemple, des fauteuils ergonomiques, des traducteurs, des accès aménagés ou de l'aide au transport. Ça, en général, c'est assez facile à se représenter. Pour ce qui s'agit de la formation, là, on va se projeter surtout sur des personnes pour lesquelles une réorientation professionnelle va être envisagée et pour lesquelles sera très certainement à accompagner un bilan de compétences, voire des formations en vue d'une reconversion. Donc là aussi, on est dans un autre niveau d'accompagnement et de compensation. En termes d'accompagnement, on va être là sur une approche un petit peu managériale, où va pouvoir se poser la question d'un accompagnement spécifique de la personne, que ce soit du coaching, du tutorat, un accompagnement psychologique, voire un accompagnement du manager aussi à la prise en compte de ces nouvelles situations et comment les accompagner. Enfin, le volet organisationnel où peut être repensé l'organisation du travail,
la répartition et l'aménagement des tâches qui sont attribuées aux salariés et une réflexion autour de l'organisation des temps de travail, pourquoi pas une solution de télétravail. Donc, en fonction de chaque situation, vont devoir être posées les conséquences des situations et imaginer quelles vont être les solutions qui seront les plus adaptées pour permettre encore une fois soit le maintien sur le poste, soit le maintien en emploi. Donc, sur cette phase-là, il va s'agir d'accompagner la décision et la mise en œuvre de toutes ces solutions-là. Va se poser ensuite la question en lien avec l'intégration, la réintégration dans l'équipe et dans le collectif de travail. Puis, le temps de suivi et d'évaluation de toutes ces décisions qui auront été prises et accompagnées. Retenez à ce stade-là que les choses évoluent, les situations ne sont jamais figées et que ce soit à court terme ou à moyen long terme, il faut avoir à l'esprit de repenser les situations et de vérifier que les situations n'évoluent pas ou que les compensations qui auront été travaillées restent celles qui conviennent de mettre en place. Donc, j'ai été très, très rapide sur ce process-là. Il y a beaucoup d'informations, données. Vous aurez l'occasion de pouvoir reconsulter, tout ça à tête reposée. Hem, Justement parce que c'est compliqué de s'approprier tout ça, ont été faites un certain nombre de préconisations, pour que ce process-là puisse être accompagné dans sa mise en œuvre. Dans le plan d'action qui a été, proposé, comme je l'indiquais, bah, la première chose qui nous semblait opportune de faire, c'était de permettre à chaque partie prenante, à chaque acteur concerné, bah, de pouvoir s'approprier, tous ces outils, ce process et de pouvoir accompagner le pilotage. Donc ce qui supposait, d'accompagner la mise en œuvre d'une démarche pluridisciplinaire, donc je vous l'ai indiqué, notamment sur la phase de prise de décision. Si on est dans des situations complexes, va se poser la question de qui associer et comment collégialement se mettre autour de la table, chacun avec ses compétences pour au mieux accompagner et prendre les décisions. Donc comment mettre en œuvre et organiser ce fonctionnement pluridisciplinaire. On propose de le déployer sous la forme d'une commission pluridisciplinaire, maintien dans l'emploi, et d'animer un certain nombre d'ateliers participatifs qui permettront à tous d'avoir un premier niveau de sensibilisation, de bien comprendre le sujet et les enjeux qui se jouent à chacune de ces étapes. Seconde préconisation, il nous semble plus que nécessaire d'associer les représentants du personnel et de les intégrer dans ce process-là, ce qui suppose encore une fois qu'on ait un premier temps d'information, de compréhension du sujet et de voir comment les intégrer dans ce travail pluridisciplinaire. Troisième préconisation, on a parlé de cette étape de reconnaissance de la RQTH, puisque dans le process, à un moment donné, peut être questionné les possibilités d'accompagnement si la personne a cette reconnaissance ou ne l'a pas. Donc, il va être important, à un moment donné, d'organiser une communication autour de ce dossier de RQTH, expliquer à tout un chacun ce que sont les tenants et les aboutissants, quels sont les enjeux, et y compris auprès des salariés, de bien expliquer comment cette demande peut être réalisée, quels sont les enjeux pour lui ou elle de faire reconnaître cette situation. Quatrième recommandation, de prévoir un plan de communication assez large pour communiquer sur toute cette démarche qui aura été mise en place avec un certain nombre de messages cibles qui va être couplé, j'ai envie de dire, avec un temps donc, de sensibilisation et de formation. Donc, dans les étapes précédentes, j'ai déjà pu évoquer le fait de sensibiliser, former les acteurs clés qui vont être associés. Mais plus largement, on peut organiser, je vais laisser la main à Sarah, on peut prévoir des étapes de formation qui sont donc organisées en interne. Sarah, je vous laisse développer.
Parfait, merci Céline. Effectivement, donc là, l'idée, c'est de vous en tout cas, l'une des préconisations, bah, c'est de sensibiliser et de former vos équipes et pour cela, au niveau de la branche, on vous met à disposition plusieurs outils. Je sais pas, peut-être, enfin, on a peut-être moins de profils, RH formation, ce matin, mais en tout cas, rapprochez-vous de vos collègues, si jamais vous souhaitez avoir plus, de renseignements. Néanmoins, en tout cas, au niveau de la branche professionnelle des ESH, il existe un fonds paritaire de formation, qui est, un fonds mutualisé, un fonds conventionnel, dans lequel, vous avez une offre de formation. Vous avez, 2 pans, vous avez certaines formations qui sont déjà clés en main et pour lesquelles, enfin voilà, vous avez juste à vous inscrire alors que les actions de formation sont clairement identifiées et puis ensuite vous avez, des offres enfin la possibilité en tout cas de vous faire financer des actions de formation, que vous souhaitez mettre en place avec un programme que vous aurez identifié, un organisme de formation que vous aurez identifié. En termes de formation clé en main qui existe dans l'offre de formation dans l'offre du fonds paritaire, des ESH, vous avez, 2 e-learning. Ils vont revenir aussi, à la suite de la présentation, mais vous avez donc 2 e-learning. Un premier sur le management d'une personne handicapée qui permet de, sensibiliser largement donc les managers, mais également, enfin, pour l'avoir, aussi, testé, je pense qu'il peut être intéressant aussi de le proposer à des collaborateurs, qu'ils soient, en situation de handicap ou non, lorsque, finalement il y a, des principes de, compensation qui doivent se mettre en place dans un service, en fait. Donc ça peut être intéressant pour que chacun et chacune puisse comprendre qu'est-ce qu'une compensation, pourquoi le management doit accompagner, aussi, bah, l'aménagement de poste ou, enfin voilà, des adaptations en tout cas, au travail de la personne, lorsqu'elle est fragile, disons, qu'elle soit en situation de handicap, mais aussi en restriction d'aptitude ou en inaptitude. Enfin voilà, en tout cas, c'est un premier e-learning donc sur la thématique du management qui peut être mobilisé et pour lequel vous pouvez inscrire vos collaborateurs d'ores et déjà, sans limite, de participants par ESH et c'est 100% prise en charge. 2e outil aussi en termes de e-learning, c'est un e-learning qui n'est pas encore opérationnel, mais qui va l'être à partir de septembre, 2022. C'est un e-learning sur la thématique, être un référent handicap en entreprise et ça peut être intéressant si jamais vous êtes organisé, alors si jamais voilà, vous êtes novice sur la matière, si jamais vous avez un poste plutôt de généraliste et que vous souhaitez avoir un premier vernis sur la thématique du handicap ou bien si jamais vous êtes organisé en réseau et que, vous avez, voilà, identifié des, référents handicap, territoriaux, ou autres. Enfin, ça va dépendre de vos organisations. Ça peut être aussi intéressant donc du coup, dans ce cadre-là, de, former, bah, ces personnes pour qu'elles puissent mieux accompagner, le handicap en entreprise. Pareil, au niveau du fonds paritaire, donc je vous le disais, donc ça, ce sont les offres de formation clés en main. Vous avez la possibilité enfin, à côté, et en complément, de vous faire, financer des actions de formation que vous aurez identifiées, voilà, pour pouvoir les déployer en interne. Par exemple, si jamais, voilà, vous souhaitez, former donc ça concerne que les actions de formation qui traitent de la question du handicap en entreprise. Ça peut être, par exemple, des actions de formation sur la thématique du recrutement. Comment recruter, sans discriminer ou recruter, en prenant en compte le handicap. Ça peut être, des actions de formation sur la thématique du maintien. Ça peut être des actions de formation sur la thématique du management d'une personne handicapée, mais plutôt des stages en présentiel ou quelque chose de complémentaire au e-learning dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être également, je vous prends quelques exemples, mais c'est au moins que vous puissiez vous rendre compte, de ce qu'il est possible de faire et c'est une liste qui est non exhaustive, mais ça peut être aussi des actions de formation sur, le travail avec le secteur adapté protégé. Et puis aussi, quelque chose que je redis souvent, mais auquel on ne pense pas, c'est, les actions de formation en faveur de la communication interne sur le handicap. Si jamais, voilà, vos équipes de communication que vous mobilisez, bien souvent pour, bah, voilà, pour, communiquer sur ces aspects-là, bah, et que vous sentez que, voilà, elles sont un peu, voilà, pas assez,
comment dire, formés en tout cas sur, la communication sur la question du handicap, voilà, on peut le prendre en compte. J'insiste en tout cas sur cette dernière thématique, juste pour vous dire que voilà, on ne parle pas de la sensibilisation au handicap auprès des locataires. On est bien sur de la communication interne sur le handicap, donc sur toutes ces questions de RQTH, voilà, du handicap vraiment dans l'entreprise. Donc ça va être vraiment les premiers outils donc du fonds paritaire de formation. Aussi, ce qu'on propose, ça va être aussi dans le cadre vraiment de notre démarche d'accompagnement de collaborateurs. Donc là, cette fois-ci, les 3 profils, confondus, donc en situation de handicap, en restriction d'aptitude et en inaptitude, vous avez la possibilité de mobiliser le dispositif ESOP. On ne va pas s'attarder sur cette terminologie, mais grosso modo, l'idée, c'est que, vos collaborateurs, si jamais ils ont ce profil-là, ils ont, bah, besoin lorsque en tout cas vous souhaitez les maintenir dans l'emploi, si jamais ils ne peuvent pas occuper leur emploi actuel, bah, d'être réorientés professionnellement, soit dans votre structure, soit dans le secteur de l'habitat social, voire même, en dehors du secteur, d'activité. Et nous, dans ce cadre-là, il est possible si jamais donc enfin, on vous laisse la main pour, travailler avec, le salarié concerné sur, ben, voilà, l'identification de son projet professionnel, une fois que, voilà, vous avez réalisé toutes ces étapes préalables qui sont indispensables et c'est vraiment le gros du boulot, que vous avez donc identifié donc son projet professionnel, un organisme de formation, qui peut être susceptible, voilà, d'accompagner cette réorientation. Nous, on peut prendre en charge, financièrement tout ou partie, tout ou partie, du parcours de formation, de cette personne. En d'autres mots, voilà, donc si jamais vous identifiez, voilà, une personne qui, a un souhait de mobilité professionnelle ou de réorientation professionnelle, sachez que ne soyez pas limité par les financements parce que au delà des financements légaux, et autres que vous pouvez mobiliser, au niveau de la branche professionnelle, vous pouvez, aussi, bah, disposer d'un soutien financier et donc ça, c'est le fameux dispositif ESOP dont je vous parlais. Sarah, je vois qu'il y a des liens du coup sur les 2 dispositifs. Donc est-ce que voilà, si les personnes, cliquent, elles sont renvoyées vers des espaces où elles auront, la reprise de ce que vous venez d'évoquer et ces informations-là qui seront, détaillées? Exactement. Alors vous voyez enfin au support, donc j'ai remis les liens. Vous verrez aussi, on vous renverra, comme je le disais, dans le chat, on vous reverra les liens vers les outils et vers l'étude. Tous ces éléments-là sont détaillés aussi dans l'étude et donc voilà, dans des différentes fiches et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter, la fédération. OK. Alors pour poursuivre, dernière, alors 6e et dernière préconisation, en tout cas qui concernait strictement le sujet. Il nous a semblé important de prévoir la possibilité d'externaliser un certain nombre de prestations, notamment au regard de l'accompagnement des situations, à savoir, l'analyse des postes de travail et la réalisation de, pré-bilan ou bilan professionnel pour des personnes, pour lesquelles l'inaptitude serait, éventuellement, posée. L'idée étant de pouvoir faire objectiver des situations par un tiers, et d'amener un éclairage un petit peu, potentiellement différent. Dernière préconisation, et là on était un petit peu en marge, mais au vu de l'état des lieux et des situations qu'on a pu analyser, il nous a semblé vraiment important de pointer du doigt le fait de prendre en compte les RPS, donc les risques psychosociaux. Ont été quand même mis en lumière le fait d'un nombre de plus en plus important de situations de risques psychosociaux qui pouvaient potentiellement jouer sur l'éloignement professionnel et conduire à un risque d'inaptitude. Donc là, on est plus strictement sur le même sujet, mais ça nous semblait important en tout cas de notifier ces liens potentiels et de voir comment les accompagner.
Alors, une fois toutes ces préconisations posées, collectivement, donc il nous a semblé important de réfléchir et de vous mettre à disposition donc une boîte à outils qui reprenait pour tous ces temps-là des supports, des outils qui vous permettaient de rendre un petit peu plus concret tout ce qu'on venait d'évoquer. Donc l'idée, c'était à la fois d'identifier les outils qui allaient sembler nécessaires et collectivement de construire ces réponses et de vous les mettre à disposition. Donc, on vous les propose dans la boîte à outils, encore une fois, avec ces 3 entrées que vont être la détection, l'analyse et la prise de décision. Dans les outils de détection, vous pourrez trouver, par exemple, une trame d'arbre des causes accidents du travail, je vais revenir dessus par la suite, un tableau de suivi des arrêts de travail, des propositions de courrier et de trames d'entretien avec le salarié, des trames d'entretien pour permettre le suivi du salarié, pour pouvoir anticiper son retour et son accueil. On vous a proposé une note qui vous pose le positionnement, l'articulation entre le manager, l'employeur et la médecine du travail et un kit de communication. Donc, on reviendra là aussi dessus. Pour vous imager un petit peu tout ça, voilà, je vous prends deux exemples. Donc, l'exemple de la trame d'arbre des causes accidents du travail, accompagnée d'une note explicative, bien évidemment. L'idée, c'est de vous amener à réfléchir en cas d'accident du travail à ce qui a fait, quelles sont les causes de cet accident. L'idée étant bien évidemment de remonter aux causes qui semblent évidentes et aux causes secondaires pour pouvoir identifier quel a été le chemin qui a conduit à cet accident du travail, pour pouvoir, dans un second temps, mettre en place les mesures de prévention nécessaires ou en tout cas d'identifier un futur risque. L'idée étant, là je ne vais pas trop m'étendre, mais de bien comprendre la causalité qu'il peut y avoir entre un accident, donc une action qui a conduit à un accident. Est-ce qu'elle est due à un enchaînement de situations, une cause? Alors, excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. On va essayer de le repérer, mais si vous voyez. Alors, j'essaie de le. Voilà, je pense Ah, que c'est c'est bon. bon. Voilà, l'idée là, c'est de bien faire prendre conscience du cycle qui s'est produit, qui a mené donc à l'accident du travail, que cet accident il soit lié à un événement, à une somme donc de différents événements qui ont conduit à, ou potentiellement, quand on est dans un cas voilà, de disjonction, est-ce que une cause a pu entraîner deux conséquences. Voilà, donc cette petite note là, elle vous permet de vous aider à vous questionner sur ce cheminement, ce cycle, encore une fois, pour pouvoir réfléchir plus en amont et engager des démarches de prévention. Quelques mots sur la note qui vous est proposée, comme je vous l'ai indiqué, sur l'articulation avec la médecine du travail. Il nous a semblé important de repositionner le rôle du médecin du travail dans ce process hein, que je vous ai présenté de maintien en emploi. En effet, donc, le médecin du travail, il a à la fois comme rôle d'assurer la santé des collaborateurs, mais il a également pour rôle d'identifier les éventuelles restrictions d'aptitude, inaptitude, et de travailler le sujet des éventuelles compensations à mettre en place. Donc, de façon collaborative, sur ce sujet des compensations et des aménagements à réaliser, c'est un acteur qui va pouvoir collaborer avec l'entreprise dans cette phase justement de prise de décision. Schématiquement, vous allez avoir une situation d'une personne sur un poste de travail donné et avec l'aide de la médecine du travail, il va s'agir de réfléchir aux conséquences de la situation sur ce poste de travail pour, dans un second temps, réfléchir aux compensations qui vont être nécessaires de mettre en œuvre. Souvenez-vous, compensation de quatre types différents. D'accord. Ayez à l'esprit que pour mettre en place une compensation, il faut qu'il y ait eu ce passage par la médecine du travail qui ait acté les conséquences, le besoin et qui valide la mise en œuvre de ces compensations.
Quand on parle de compensation, et ça fait partie des choses qu'on développe dans des actions de sensibilisation ou de formation. La compensation, c'est un droit qui a été inscrit dans la loi de modernisation sociale de 2002, qui indique qu'une compensation, c'est une réponse qui permet de réduire un désavantage induit par une situation de handicap. Donc, on n'est pas dans un avantage donné à un salarié, on est bien dans un droit du salarié en situation de handicap à avoir une solution qui va lui permettre de réduire ce désavantage. Donc, vous voyez l'importance avec la médecine du travail de bien poser, de bien comprendre, analyser la situation pour de bien évaluer de façon objective le désavantage qui est induit et les différentes compensations qui vont permettre de rééquilibrer la balance. Bon, je ne vais pas revenir donc sur les différentes compensations, hein, on les a posées tout à l'heure, technique organisationnelle, accompagnement, formation. Et puis derrière, la question de la communication, encore une fois, à envisager avec l'équipe, qui peut être d'autant plus importante que les situations vont être visibles avec des compensations, là aussi, visibles. Pourront se poser des questions d'incompréhension d'un collectif sur telle ou telle situation qui amènerait des compensations qui ne seraient pas comprises viendront se poser. L'objectif de cette communication, c'est justement de bien faire comprendre le pourquoi ces compensations sont en place et de ne pas faire en sorte que des situations de favoritisme, par exemple, puissent être imaginées par les uns et par les autres. Céline, De- je me permets de vous couper. On a une question. je vous en prie. Euh, que faire quand la médecine du travail ne joue pas le jeu et attend qu'on lui indique ce qu'elle doit faire? Eh ben, d'où l'importance de lui rappeler quelles sont ses missions. J'insiste, le rôle du médecin du travail, c'est d'abord de pouvoir justement poser avec vous, et avec le salarié les conséquences de la situation de handicap. Donc là, on est sur des données qui ne sont pas confidentielles, et qui vont vous permettre en tant qu'employeur d'accompagner les solutions. Donc, je comprends de la question et malheureusement, ce sont des choses qui reviennent régulièrement quand la médecine du travail est peu alors sensibilisée, à l'écoute des situations. Sachez néanmoins que la loi de santé au travail, vient d'être réformée et que dans les dernières réformes qui viennent d'être décidées, sont d'autant plus visibles les liens actuels entre santé, handicap, prévention. Donc, le médecin du travail aura plus que jamais son rôle à jouer et à vous accompagner dans ces situations-là. Alors, je ne suis pas sûre de répondre bien à la question, mais voilà, encore une fois, chaque acteur a son rôle à jouer et la médecine du travail est vraiment un acteur incontournable dans le suivi de ces situations-là. Alors, j'oserais dire, rappeler les rôles et les devoirs de chacun, mais en tout cas, c'est vraiment l'acteur sur lequel vous devez vous appuyer. Alors, Sarah, est-ce que vous voulez dire 2 mots sur le kit de communication? Ouais, alors du coup, c'est merci Sabrina. Par rapport à votre intervention, Céline, on nous dit que on va essayer. Donc, donc au moins, il y a beaucoup de bonne volonté là-dedans. Alors, toujours, en tout cas, un autre outil que vous pouvez mobiliser, c'est un outil qui, voilà, n'a pas été créé spécifiquement à cette étude, mais c'est un outil qui est mis à disposition par la fédération depuis 2 ou 3 ans déjà. C'est un kit de communication qui est personnalisable et qui s'appelle On en parle dans les ESH. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer et peut-être que non. En tout cas, c'est un kit de communication qui est décliné en 5 affiches avec des messages voilà, qui ont pour but, enfin assez simples hein, et qui ont pour but, surtout de dédramatiser la question du handicap et faire, comprendre à tous et toutes que finalement le handicap, c'est pas forcément, un handicap moteur, qui est lourd ou un handicap, mental qui est lourd. Généralement, on se représente la trisomie ou le fauteuil roulant, enfin voilà, en termes de handicap et à travers ces affiches, ce qu'on a essayé de dire à travers avec, quelques messages, c'est que, bah, voilà, le handicap, c'est quelque chose de commun qui est bien souvent invisible dans, 8 cas sur 10 et que voilà, en fait, on peut, tous, y être, enfin, Confronté. être potentiellement, touchés. Voilà, que d'une part, bah, le handicap, c'est la différence, d'où une affiche, «Je suis différent» ou «différente», on en parle. Ça peut être, bah, du diabète, tout simplement. «J'ai du diabète», on en parle dans certains cas.
Ça peut être aussi, ben voilà, après, avoir eu un cancer, voilà, on peut revenir au travail et on a besoin d'aménagement. Donc, voilà, j'ai eu un cancer, est-ce qu'on en parle? Ça peut être des problématiques aussi liées à l'audition, donc, j'entends moins bien, on en parle ou bien, encore un en plus qui, a pour but, voilà, de traiter un peu de tout. J'ai des petits soucis de santé, on en parle, bah, pour dire que le handicap, c'est aussi et surtout ce que j'ai rappelé en introduction, lié à des problématiques de santé. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger ces kits. Si vous les avez déjà utilisés, bon, bah, voilà, peut-être que vous allez peut-être pas les réutiliser, sans cesse, mais en tout cas, ça peut être, voilà, des éléments qui peuvent enfin, un kit de communication qui peut intervenir en complément de vos outils de communication ou bien, enfin voilà, qui peuvent être déjà un premier pas, pour, essayer de sensibiliser vos collaborateurs et collaboratrices à la question du handicap et voilà, dédramatiser encore une fois la chose. Librement téléchargeable sur notre site internet, je l'ai dit, je vous ai remis un petit peu le cheminement, mais vous aurez le lien directement dans le support et quand je vous parlais de la personnalisation, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité d'y ajouter votre logo et aussi, bah, les contacts d'un référent handicap. Donc voilà, ça peut être bien, soit sur site, enfin sur chaque site, que, bah, les personnes puissent identifier clairement la personne ressource dans votre structure. Alors, cette boîte à outils, elle va vous proposer aussi des supports, des outils sur cette phase d'analyse, dont on a parlé précédemment. Alors, on a évoqué les pré-bilans professionnels ou les bilans professionnels qui pouvaient être, le cas échéant, appuyés par l'intervention d'un tiers ou d'un prestataire. Néanmoins, ce qu'on vous propose, c'est un outil, donc une trame de pré-bilan qui va vous permettre à vous de recueillir un certain nombre d'informations, de poser la situation potentiellement pour pouvoir déjà en échanger avec le salarié et un interlocuteur RH, essayer de trouver des solutions, voire objectiver et accompagner le recours, si besoin, à un tiers extérieur. Donc là, c'est une trame, un support avec voilà, un différent questionnement pour vous accompagner sur l'identification et éventuellement l'accompagnement vers un pré-bilan. Je vous ai parlé donc de commission pluridisciplinaire. Dans la phase donc de décision, notamment dans le cadre des situations complexes, j'ai évoqué le fait qu'il pouvait être intéressant d'associer collectivement des ressources internes, voire externes à l'entreprise. Donc, une commission pluridisciplinaire, c'est une institution un petit peu organisée qui va permettre justement d'identifier qui mettre autour de la table et comment accompagner la prise de décision. Donc, il nous a semblé important de vous proposer différents outils, notamment donc une fiche méthodologique pour mettre en place une telle commission, des éléments pour communiquer autour de cette mise en place et une fiche de suivi pour pouvoir accompagner justement les situations complexes qui seront débattues et qui auront besoin d'être accompagnées par la suite. Dans la boîte à outils, donc, vous avez donc tout ce qui va concerner, on vient de l'évoquer, les formations et le dispositif ESOP. Alors Sarah, est-ce que du coup, il y a des choses en plus que ce que vous avez évoqué? Non, Sur c'est lesquels exact non, bon. non, c'est exactement les mêmes choses, je vais pas mais l'idée, c'était en tout cas de vous remettre sur cette slide, voilà, bien de manière bien visible, tout ce que vous pouvez, mobiliser. Sur la troisième étape de prise de décision, on vous propose, un modèle de cahier des charges, de sélection, donc d'un tiers prestataire, externe, qui pourrait justement être sollicité pour effectuer des bilans professionnels. On vous propose donc le lien vers le guide Méthodia. Donc le guide Méthodia, c'est le guide des aides et services, de l'AGEFIP. Donc l'AGEFIP, c'est l'organisme qui collecte vos contributions, si j'ai besoin de le repréciser, et qui du coup redistribue ces mêmes contributions sous forme d'aide financière ou de services qui vous sont accessibles. Donc ce guide, il est téléchargeable en ligne et il vous permet de recenser tout ce à quoi vous avez droit
et vous en tant qu'employeur, voire les salariés. Et puis, donc, dernière chose, on vous propose un petit panorama des acteurs du handicap. Il y a grand nombre d'acteurs hein, externes qui existent et qui potentiellement peuvent aussi être source d'informations et vous aider dans ces différentes étapes qu'on vous a présentées. Donc là aussi, c'est une liste qui n'est probablement pas exhaustive, qui demanderait à être adapté région par région, mais là, les acteurs qui vous sont posés sont des acteurs nationaux pour lesquels vous pouvez avoir des relais en local. Voilà, donc cette boîte à outils bah, vous sera mise à disposition donc avec tous les outils qu'on vous a très rapidement présentés. J'en ai fini, Sarah. Merci Voilà, Céline. merci Ouais. pour votre attention. Merci parce qu'elle avait, quand même, enfin, en préparation de ce webinaire, le timing était très serré. On est à 6 minutes, d'être midi et voilà, donc en tout cas, le challenge, la mission surtout est accomplie. Est-ce que peut-être vous avez des questions par rapport à cette, présentation qui est encore une fois dense? Je pense qu'il y a beaucoup, à dire. Il y a beaucoup de questions aussi qui vont, vous parvenir aussi, après coup et puis je pense aussi beaucoup de questions qui vont vous parvenir, enfin qui vont arriver, à la lecture, de l'étude. Étude, qui voilà, pour information, va être mise en ligne donc à l'issue du webinaire, on est juste en train de finaliser les éléments. Ce sera en accès restreint, sur le site internet de la fédération. Donc voilà, si jamais, vous n'avez pas vos identifiants, n'hésitez pas à les demander, aussi pour qu'on puisse, pour que vous puissiez y avoir accès. Je répète, pour l'instant, il y a rien d'accessible sur le site, c'est encore en train d'être mis en ligne, mais on vous communiquera, voilà, le lien vers ces accès, à l'issue, quand je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous du coup pour vous donner en tout cas et vous faire remonter, le support de présentation et puis également le lien vers le replay. N'hésitez pas à diffuser, très largement, le contenu, à vos collègues si jamais ils n'ont pas pu être là. Et puis j'en profite, du coup, si jamais vous avez plus de questions sur cette étude, mais plus largement sur, les actions handicap de la fédération, je vous ai mis les coordonnées de Julien Mestre, que beaucoup d'entre vous, connaissent, qui est le directeur, donc des relations sociales et de la formation et du numérique, directeur du pôle RH de la fédération. Vous avez ses coordonnées. C'est lui que vous allez devoir contacter désormais parce que je profite, de cet instant pour vous dire que je vais quitter la fédération la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures pro. Donc ça aurait été avec plaisir que j'aurais fait le SAV sur cette étude, surtout qu'en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, à l'amener, aux côtés du cabinet TH. Mais donc voilà, donc en tout cas, si jamais voilà, vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les outils, ou autres, enfin voilà, n'hésitez pas à contacter, Julien. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je vois pas d'autres questions. En tout cas, merci pour vos merci. Surtout, moi, c'est moi qui vous remercie. On a été une quarantaine ce matin. Donc merci de l'intérêt que vous portez à cette thématique. Et puis voilà, puis je vous souhaite, également, une bonne continuation et puis, le monde pro est petit, donc peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver. Bonne route, Sarah. Merci beaucoup. Merci Mmh. Sylvie. Bon, écoutez, je vous propose qu'on se laisse, qu'on aille déjeuner. Il est 11h57, c'est plus que parfait. On est même en avance. Donc voilà. Merci beaucoup Céline pour cette Merci à présentation tous, Merci merci Céline. beaucoup, merci. et à Belle très journée à vite. vous. Au revoir. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.